On va parler de trucs de cul, ça va vous faire marrer ça. C'est sur l'enseigne qui a fait vibrer le marché du plaisir. C'est Passage du désir. Une espèce de case study business dans une espèce de sex shop moderne, je trouve ça rigolo. Je sais que ça vous fait rigoler. Et qu'au passage, on risquerait d'apprendre 2-3 trucs. Donc je me suis dit, voilà, allons-y, voyons voir. Abonnez-vous à Hardis TV, bien sûr. Je vous regarde. Je vous regarde le faire. C'est fait? Super. Bravo Quentin. Les mecs qui s'appellent Quentin derrière, là, ils vont péter un plomb. Ok. Avant, acheter un sextoy, ça ressemblait à ça. Et maintenant, ça ressemble plutôt à ça. Je ne suis jamais rentré dans un sex shop de ma vie. Voilà. Anecdote, contexte. Vous en faites ce que vous voulez. Ce changement, on le doit notamment à cette personne. Le sex shop est une aberration en marketing. Lui, c'est Patrick Pruvot, le créateur de l'enseigne Passage du désir. Dans ses boutiques de cadeaux pour grands, on trouve tout ce qu'il y a dans un sex shop, et plus encore. Le décapsuleur clito, le carnet de mise à l'amende amoureuse, le kit sucker qui fait aussi veilleuse la nuit. Alors comment on transforme un business un peu tabou en business plutôt glamour? C'est la secret sauce de Passage du désir. Avant 2005, la vie de Patrick ressemblait à ça. En même temps, c'est giga glauque. Ah oui, oui, oui. Ça a des airs de... Je sais pas, ça a des airs de bar PMU. C'est un peu weird, tu vois. What's missing? One thing. Avec, tu sais, genre la voix de... Comment ça s'appelle? La voix de meuf de films des années 60. Tu sais, genre... Alors, mon chéri... Je sais pas, ça m'inspire ça, les sex shops. C'est très bizarre. Pass the Heinz. Puis il est arrivé deux choses à ce publicitaire qui travaillait dans la grande distribution. D'abord, Je commençais à m'ennuyer un peu de refaire toujours les calendriers d'anniversaire, de soldes, etc. Évidemment. ensuite, Patrick Pruvot a divorcé et j'ai donc dû lui poser cette question un peu gênante. Pour les passages du désir, du coup, on peut remercier le fait que vous ayez divorcé, c'est ça? Ça part d'un non-développement durable du couple. Après son divorce, il échoue rue Saint-Denis, au centre de Paris. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, cette rue est réputée pour ses boutiques pour adultes. Et c'est là qu'il a une première épiphanie. Le premier appartement que j'ai retrouvé était au-dessus de 2 sex shops rue Saint-Denis. Personne n'avait envie d'aller dans ces endroits. Mais est venue l'idée petit à petit qu'il y avait peut-être quelque chose à réinventer sur l'univers des produits intimes en les rendant complètement grand public. Son concept est simple, vendre à peu près la même chose que... Pour ceux qui étaient là, alors ceux qui sont dans la VOD, du coup, je vais expliquer, qui regardent ça pas en live, mais pour ceux qui étaient là au début du live, qu'est-ce que je disais? Tu prends un truc d'une niche et tu le changes de catégorie. Littéralement, genre, soit tu l'amènes dans une nouvelle géographie, c'est pour ça que vous avez plein d'étudiants en école de commerce qui vont aux États-Unis pendant 2 mois et qui reviennent avec ce super concept de bar à chou kale, machin, hein, parce que ça marche. Soit tu prends un truc qui est cheap, tu l'amènes dans un truc hype, tu prends un truc hype, tu l'amènes de manière cheap. C'est tellement, enfin c'est pas facile, mais c'est tellement répétable dans tellement de trucs. C'est très smart, ça marche à chaque fois parce que s'il y a une demande catégorie A, il y a de grandes chances qu'il y ait de demandes dans la catégorie B qui n'est actuellement pas existante parce qu'il n'y a rien sur le marché qui le fait, quoi. Dans des sex shops, mais dans une ambiance totalement opposée. Patrick déménage ensuite dans le 10e arrondissement de Paris, Passage du désir. Deuxième épiphanie. À 5h du matin, à la fin de ma... J'ouvre ce French Tacos à LA. Mais non ironiquement, oui. Il y en a un qui a ouvert au Japon de French Tacos et il marche. Mais c'est pas étonnant. Parce que c'est une novelty là-bas, tu vois. C'est un truc genre, ah rigolo, on n'a pas ça. Hop, voilà, fin. Ça veut pas dire qu'il y a la place pour 15 acteurs sur le marché, mais oui, non ironiquement, oui. Crémanière, j'étais sur le site de l'INPI et j'ai découvert que le mot désir était absolument pas préempté en marque. Donc j'ai déposé Passage désir en 16 catégories de marques, ce qui est un truc qui arrive jamais en fait. Si on parle de sexe, c'est très compliqué de monter quelque chose. Si on parle de désir et de désir d'être ensemble, c'est pas uniquement le désir sexuel. Il y a manifestement un boulevard. Et après ça, Patrick est devenu riche et puissant, fin d'histoire. Mais ici, c'est la vraie vie. Et dans la réalité, il a eu plein de problèmes propres à une activité entrepreneuriale. L'idée est presque la chose la plus facile à avoir, le faire est plus compliqué. Pendant 1 an et demi, Patrick Pruvot cherche à lancer sa première boutique. Le problème, c'est que personne n'en veut. Les bailleurs ne lui accordent aucun local, les investisseurs ne lui donnent pas d'argent et même les banques lui refusent le fait d'ouvrir un compte. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est est-ce que les banques lui ont laissé un compte? Pour vous parler d'une autre industrie que je connais très bien, celle des crypto-monnaies en France, il y a un vrai problème du droit au compte en France pour les boîtes crypto. Je ne vais pas trahir le secret des dieux et je ne vais pas vous dire de qui je parle, mais je connais un entrepreneur français qui est régulé par l'autorité des marchés financiers, qui a eu son truc, son machin, il a sa licence, tout est en ordre. Les banques
lui ont refusé d'ouvrir un compte en banque pour sa société sur seul motif que c'est un gars des cryptos, plus de 8 fois. Voilà. Parce que les banques font absolument ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas à donner de motif, elles disent non à qui elles veulent, machin et tout. Non. Et c'est un vrai problème très spécifique à la France pour tous les gens qui sont en dehors du cadre de la boulangerie ou trucs comme ça, quoi. Finalement, ce qui va sauver Patrick, eh bien, c'est son ancienne vie. Parmi ses anciens clients, on compte notamment les Galeries Lafayette. Et il va leur proposer d'ouvrir un corner Passage du Désir dans le magasin Très smart, situé ça. Boulevard Haussmann. Et contre toute attente, ils m'ont dit banco, on fait ça. Ça, c'est le premier ingrédient de la secret sauce Passage du Désir. Trouver le bon partenaire pour se lancer et démarrer l'activité. Je suis assez fier d'avoir été le premier à vendre des sextoys dans des grands magasins comme ça. Et en 2007, la première boutique Passage du Désir ouvre enfin ses portes Ah, c'est rue vieux comme Saint-Martin à Paris, à 200 mètres des sex shops de la rue Saint-Denis. Et au milieu des restaurants et autres cafés de ce quartier, la boutique se fait très vite remarquer. Je pense que j'ai eu ce moment où je suis passée devant et j'ai vu une boutique avec peinture violette et quelque chose de très invitant. Et je crois qu'un de mes premiers réflexes, ça a été vraiment de me dire j'ai envie d'aller dedans. Léa Toussaint est sexothérapeute et influenceuse. Elle a collaboré ponctuellement avec Passage du Désir. Je me rappelle que moi, en tant que cliente à l'époque, ça m'avait vraiment attirée et j'avais été très curieuse et même en rentrant, hyper surprise de la proposition. Deuxième ingrédient de la secret sauce, trouver un branding innovant pour casser les codes du secteur. Et ça, Patrick, il sait faire. Passage du Désir se présente donc comme un love store et non pas comme un sex shop. Ça fait toute la diff. Ça permet aussi à l'enseigne de contourner les... En vrai, ça paraît tellement un assemblage de petits détails, mais pour vous donner un exemple, une des raisons qui fait qu'il y a plein de jeux FPS qui ont bien marché en e-sport et qui ont même eu plus de sponsoring que des jeux historiques comme Counter-Strike, c'est qu'il y a plein de sponsors qui ont refusé de sponsoriser des championnats e-sport de Counter-Strike parce que dans Counter-Strike, les deux équipes, ce sont des terroristes et des antiterroristes. Et le fait qu'il y ait une bombe, qu'il y ait des terroristes, des antiterroristes, pour plein de marques, elles n'ont pas voulu s'associer au truc et Counter-Strike a eu un retard en e-sport comparé à du Valorant, comparé à un truc comme ça. Vous et moi, vous pourrez vous dire que c'est une singerie monumentale et qu'on s'en branle et que c'est évidemment pas du terrorisme, mais ça fait toute la diff pour, encore une fois, le comité de direction de mecs de 60 ans qui prennent des décisions d'investissement pour Q4. Le monde tourne sur ces comex à la con, c'est vraiment une dinguerie. Contraintes juridiques liées aux établissements pornographiques, par exemple avoir des vitrines opaques. Passage du Désir, c'est aussi marketé comme la marque du développement durable du couple. Il y a aussi toute cette réflexion sur l'acceptation du concept dans un contexte judéo-chrétien où quand même dépenser de l'argent pour son plaisir, c'est pas bien. Il faut mieux acheter une poussette qu'un sextoy. Au début des années 2000, la série Sex and the City avait déjà commencé à lever des tabous sur les sextoys et le plaisir. I'd like you to meet the rabbit. Alors quand Passage du Désir débarque enfin... La France était très en retard par rapport à d'autres pays sur ces produits-là. Il y avait une demande qui finalement n'était pas traitée. Quelques coups de pouce ont aussi aidé à libérer les mœurs et à faire grandir la marque. D'abord, 50 nuances de gris. Ah putain. Alors, on l'a béni des dieux, ce roman. Anastasia. Christian? Puis il y a eu les évolutions technologiques et de design des toys qu'on nous présente désormais comme des produits Apple. Ensuite, MeToo à partir de 2017. Où là, la conversation sur le sujet est arrivée par le prisme des violences, mais du coup, est venue aussi la question du plaisir. Il y a eu une émergence de comptes Instagram à ce moment-là, les réseaux vraiment ont explosé. Et là, moi, j'ai eu vraiment une vraie demande où les gens venaient me demander c'est quoi ton sextoy préféré, c'est lequel que je devrais utiliser avec ma meuf, avec mon mec, pour tel usage, pour telle utilisation, toute seule, pas toute seule. Et enfin, le Covid, encore lui. En 2020, pour la première fois, un Français sur deux avait déjà essayé un sextoy une fois dans sa vie, contre seulement 9% en 2007. Et en 2020 toujours, Passage du Désir a connu une hausse de 35% de ses ventes. Aujourd'hui, l'enseigne compte 20 boutiques en France et a réalisé 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Ils n'ont pas réussi à savoir la répartition entre les boutiques physiques et le shop en ligne. Ça, c'est du secret industriel. Selon Patrick Pruvot, l'entreprise est rentable depuis ses débuts. Et pour arriver à ça, il y a un troisième ingrédient à son business model, les marques propres. En gros, plus de la moitié des produits vendus par Passage du Désir appartiennent à Passage du Désir. Ça s'appelle aussi la stratégie Amazon Basics. Amazon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent les produits qui se vendent le mieux dans la petite quincaillerie, dans plein de trucs à la con, les piles, les trucs,
et ils font exactement le même produit sous la marque Amazon Basics. Fin. Et en fait, comme ils ont la marketplace et ils ont l'analytics, ils savent très bien quel produit faire quand. Trop smart. L'entreprise compte exactement 14 marques différentes. On a une marque pour les premiers acheteurs de sextoys qui s'appelle Fabulous Toy. On a une marque pour hommes qui s'appelle Hector. Pour le BDSM gentil qui s'appelle Bond. Et on a segmenté différents types d'approches parce qu'on pensait qu'il fallait les mettre à la sauce French Touch. Alors si on doit résumer, la secret sauce de Passage du Désir, c'est la bonne association avec une grosse enseigne, un branding innovant et un business model qui allie distribution et production pour gagner en rentabilité. Bon, tout roule pour Passage du Désir alors? Eh bien, pas totalement. Patrick Pruvot doit encore batailler avec des mairies ou des bailleurs qui refusent de laisser s'installer une boutique Passage du Désir. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un refus. Mais vous savez que, alors moi peut-être que je suis sur la planète Neptune et que c'est tout à fait normal et que c'est moi l'abruti, tu vois. Mais j'ai découvert que très récemment, qu'il y a quelques années, que les mairies, les trucs, les machins, ils avaient le droit de dire bip sur ce qui s'installait. Je trouvais ça lunaire. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? En fait, je me souviens que j'avais appris ça à l'époque où il y avait eu une espèce de polémique parce qu'il y a des villes qui se plaignaient d'avoir trop de kebabs, machin et tout. Et donc, il y avait eu quelques sujets à la télé en mode ce maire se bat parce qu'on en est au 4e kebab. Mais c'est le marché local qui va décider s'il faut un 4e kebab ou pas. Le mec il ouvre et puis s'il a pas de client il ferme et puis voilà. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Enfin, je trouvais ça absolument délirant qu'ouvrir le kebabier du désir. Exactement. Non mais tu vois, c'est-à-dire qu'en fait t'as le droit de tester d'ouvrir ton kebab, d'avoir fait ta petite étude avant et puis si tu vois qu'il y a pas de client, tu vas fermer et puis voilà quoi. Enfin, pourquoi un maire random a le droit de dire bip, de qui a le droit de faire quoi, mais on est où? Enfin, je trouve ça encore lunaire en vrai. C'est dans les règles d'urbanisme parce que tu as des profusions de commerce à certains endroits qui détruisent le tissu de la ville. Mais j'entends cet argument, mais moi le truc que je te réponds tout de suite et qui fait que je ne comprends pas, c'est qu'un commerce s'il ouvre, c'est parce qu'il est utile à des gens par définition, puisque des gens vont dedans et achètent des choses. Donc il détruit pas le tissu de la ville. En tout cas, il le détruit entre gros guillemets selon tes critères personnels qui sont ta morale personnelle et qui te regardent. Mais du point de vue utilitaire face aux gens qui habitent là, s'ils sont clients de ce commerce et que ce commerce dégage assez de bénéfices pour tenir, c'est qu'il détruit rien du tout, c'est qu'il est utile. Sinon, il aurait pas de clients et il fermerait. Enfin, c'est ça que je trouve lunaire et que je comprends pas. C'est-à-dire que qui décide? Non, c'est moi qui décide que le tissu de ma ville il doit être comme ça. Bah non, c'est les gens qui sont là, en y allant ou en n'y allant pas. Simple. Alors peut-être que ça va donner des situations un peu rigolotes et débiles où tu vas te retrouver avec 25 coiffeurs dans une même rue. Bah écoute. Tant mieux pour eux s'il y a 25 coiffeurs qui sont suffisamment rentables pour tenir, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, c'est pas si facile. Un 5e commerce peut ne pas être rentable, mais surtout tuer la rentabilité des autres affaires. Comment? Je sais que je comprends pas. Je suis assez d'accord, les gens vont faire la sélection par eux-mêmes. Tu peux avoir 15 kebabs qui ouvrent. Si t'as 3 clients, il y en a 14 qui vont fermer et un qui va ramer. Oui, voilà. Et en fait, ça s'autogère un peu tout seul, quoi. Et c'est les gens dans leur utilité qui se démerdent, quoi. Pas forcément, t'as eu une profusion de vendeurs de e-cigarettes à un moment. C'est vrai, mais c'est un très bon exemple que tu donnes. Et donc, mon point est toujours le même. Il y a eu la hype des cigarettes électroniques quand c'est arrivé en France. 70 boutiques qui ouvrent. Et s'il y a pas assez de clients, il y en a 42 qui ferment. Et puis les autres, ils tiennent debout. Et puis voilà, tu vois. Les gens ont le droit d'ouvrir un truc et de se péter la gueule. Tu vois ce que je veux dire? À côté de chez moi, il y a une rue avec quasiment que des pharmacies et des coiffeurs. Et ouais, c'est une ville de vieux. Oui, en même temps, tu vois, ça plaît et c'est pratique pour les vieux qui ont besoin de temps de service, tu vois, puisque ça tient debout. C'est ça mon point, en fait, tu vois, que je trouve absurde. J'ai eu un mien sur une boutique. La semaine d'avant, j'ai eu un refus à Lyon. On est encore obligé de montrer patte blanche, quand même pas mal. Mais l'ambition de Patrick ne s'arrête pas en France. Il souhaite commencer à exporter Passage du Désir ailleurs en Europe. Parce que le plaisir n'a pas de frontières. Elle est de moi celle-ci. Ça c'est ma blague de journaliste, ça. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à le regarder. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci les échos. Attendez, je termine cette discussion parce que c'était intéressant. Tu as 50 clients par semaine, il faut 20 clients pour être rentable, donc 2 commerces c'est bon. Aucun commerce à 16 clients ne sera rentable. Tout à fait d'accord avec toi, Chris, dans le chat, tu as parfaitement raison. Mais si quelqu'un a envie de tenter le coup, c'est son dos, tu vois ce que je veux dire? Et il sera du coup pas rentable et il fermera. Et en fait, la plupart du temps, il ne le fera pas parce qu'il voit bien qu'il y a déjà trop de gens, tu vois. C'est ça mon point en fait, tu vois. Quel besoin on a d'avoir Jean Maire randomisant 2000 qui est en mode non, pas la deuxième boulangerie, hein.
mais fais autre chose, ton ta pelouse, enfin on s'en branle, les gens se démerdaient, tu vois. Oui, mais les gens qui ferment économiquement ne rapportent pas, risquent de ne pas honorer des dettes et en attendant, pendant qu'ils sont ouverts, ils peuvent couler par leur activité d'autres commerces. Mais s'ils peuvent couler d'autres commerces par leur seule existence, c'est que les autres commerces sont trop chers, tu vois. Et puis ils ne rapportent pas, risquent de pas, mais ça c'est leur risque personnel, c'est à eux de prendre le risque ou de pas prendre le risque. Et donc du coup c'est un maire random qui doit décider de combien il y a de coiffeurs, parce qu'on a dit que c'était lui qui était plus malin que tout le monde. Je trouve ça bizarre, désolé, hein. Je n'arrive pas à ne pas trouver ça bizarre. Oui, c'est rentable, mais ça rend la ville pas jolie. Oui, mais encore une fois, c'est ce que les gens veulent. Que ce soit joli ou pas joli, selon ton avis personnel, mon avis personnel, l'avis personnel de mon pote à côté, machin. Au final, c'est pas intéressant, je trouve, tu vois. C'est enfin, je sais pas. Et justement, c'est une façon de voir le truc qui permet l'innovation, je trouve, parce que ça permet à n'importe qui de pas avoir de blocage. Tu peux tester plus ou moins n'importe quoi, et puis tu te démerdes, tu vois. Après, c'est le genre de sujet. Moi, je vous donne mon intime conviction personnelle, brute pour point, en ayant vu le truc 2 secondes. Je ne connais pas le sujet en détail, donc c'est exactement, je sais très bien ce qui va se passer. Je sais pas si on mettra ça au montage, mais une fois qu'on va couper cet extrait du stream pour le mettre sur Hardis TV, en commentaire, je sais qu'il va y avoir les experts de urban planning qui vont me mettre: encore une fois, Hardis, que tu racontes n'importe quoi. L'arrêté du 18 juin 1986 permet de limiter le nombre de coiffeurs parce que s'il y a plus de coiffeurs, la ville explose. Enfin bref, toujours n'importe quoi ce stream. Et il va y avoir des pavés comme ça, je sais très bien ce qui va se passer. Ne vous énervez pas, on fait que discuter. Je lève les mains en l'air. Pas trop d'accord, hein, faut un minimum de planning. Mais j'entends quelques gens dans le chat qui disent ça, genre non mais il faut un minimum de planning, machin et tout machin. J'en viens à ma question, pourquoi? Genre je pose vraiment une question enfantine, mais pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il fallait. Genre, et si on fait pas, est-ce que des trucs explosent ou genre qu'est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Mon point, c'est peut-être que pas. Si les 2 autres commerces sont à peine rentables, type coiffeur, un 3e salon va déstabiliser les précédents salons et vont tous fermer. C'est un risque. Oui, mais un salon qui vient juste de s'endetter pour avoir un local commercial, un machin, un truc nanan, est plus fragile que les 2 premiers, donc c'est plus lui qui risque de tomber que les... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis de toute façon, enfin, c'est pas plus mal qu'il y ait du mouvement, tu vois. Enfin, un 3e salon qui ouvre alors que les 2 premiers ont du mal, c'est que t'as mal analysé ton marché. Oui, c'est plus un problème pour le 3e salon, en vrai. Pour pas foutre le sex shop en face de l'école maternelle, par exemple, ça donne peut-être trop de droits au maire, mais c'est pas volontairement mauvais. Ah, alors premier truc avec lequel je suis d'accord et je trouve intéressant. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Pour pas foutre le sex shop en face de l'école maternelle, c'est pas faux. Bon argument. Oui. c'est oui. Eh oui. Les effets de bord, t'as raison, bien vu, j'avais pas pensé à ça. Non, intéressant, mais j'ai hâte de me faire reprendre à fond sur Hardis TV parce que bon, quand les gens sont sympas, en vrai, j'apprends des trucs moi-même parce que c'est vrai que tu vois, typiquement, ça, j'avais pas pensé à ça, c'est un très bon argument.